Alors, on avait parlé des coordonnées, des systèmes de coordonnées et des éléments de volume. Et puis, on s'était arrêté en fait à peu près à la fin de la cinématique. Alors, on avait vu le mouvement circulaire uniforme vite fait. Je pense qu'il vaut mieux qu'on redécouvre, enfin, plutôt que de faire des choses systématiquement, on verra dans les exos comment utiliser ces différents systèmes de coordonnées. Je propose qu'aujourd'hui, on attaque vraiment la dynamique. Alors, donc, la dynamique, c'est l'étude du mouvement en liaison avec des forces. Dynamique. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que l'application des forces sont liées au mouvement et inversement. Alors il faut faire attention, une force, ça ne produit pas du mouvement, ça produit une modification de mouvement. Ça c'est vraiment très important, c'est au cœur de la fameuse loi de Newton, je ne sais jamais si c'est la première, deuxième ou troisième, probablement la première, M enfin on va mettre M dV sur dt, tiens. Égale, alors, je vais mettre égale F total. Alors ça, c'est sur un point matériel. De masse petit m, de vitesse v. Donc c'est facile de définir la vitesse d'un point. On l'a vu la dernière fois, c'est la dérivée de la position. Étant entendu, rappel vraiment capital, qu'une position n'est définie qu'au sein d'un référentiel, sinon ça ne veut strictement rien dire. Et de fait, la vitesse d'un corps va dépendre du référentiel, bien sûr. On verra de quelle façon, enfin je pense que vous savez déjà de quelle façon, peut-être pas quand, quand les référentiels sont tournants, on reverra ça tranquillement, on ne va pas faire le changement de référentiel tout de suite. Donc un point matériel de masse m situé au point R, animé donc d'une vitesse v égale dr sur dt au sein de ce référentiel. Vérifie la loi du mouvement mdv sur dt égale force totale. Et il y a un point absolument capital aussi qui est rarement souligné comme aussi capital, c'est le fait que la force totale, c'est la somme des forces. Je vais mettre petit i, qui s'exerce sur le point matériel. Le fait que les forces s'ajoutent vectoriellement devrait être en soi, pour nous tous, un mystère profond. Pourquoi on ajoute les forces vectoriellement? Je vous pose la question. Pourquoi, si j'ai un corps ici de masse m et que je tire avec une force F1 par là, il se passe quelque chose? Si je tire avec une force F2 par là, il se passe autre chose. Et si je tire à la fois avec la force F1 et F2, il se passe autre chose. Mais ce qui se passe quand je fais ça, ce n'est pas indépendant de ce qui se passe quand il n'y en a qu'une ou l'autre. C'est très exactement la même chose que si j'appliquais la somme vectorielle. Ça vous a jamais troublé, ça? Non, hein? Mais c'est troublant, non? Pourquoi, quand on fait ceci et cela, le résultat, c'est comme si on avait fait ceci plus cela en un sens vectoriel dans un espace 3D. Je vous fais remarquer au passage que le vecteur force, on le représente comme ça sur le tableau, là, à 2D, enfin, ou à 3D, c'est pareil. Ce vecteur force, ce n'est pas un vecteur géométrique. Le vecteur standard, quand on apprend les vecteurs en classe de 3e, enfin, je ne sais pas, de mon temps, de votre temps, je ne sais pas quand est-ce que vous apprend les vecteurs? Ne me dites pas en M1 de physique, je vais déprimer. Seconde. Ah ouais, quand même. Bon, quand vous apprenez les vecteurs, rarement on vous dit c'est un élément d'un espace vectoriel satisfaisant telle et telle propriété. On vous présente 2 points et on vous dit le vecteur AB, c'est le vecteur qui va de A jusqu'à B. Et évidemment,
peu importe d'où il vient et où il va, puisqu'en fait, le vecteur, c'est le truc abstrait qu'on peut déplacer de façon parallèle dans le plan. C'est-à-dire que ce vecteur-là, enfin, oui, bref, à peu près. Par exemple, ce vecteur CD, c'est le même s'il a la même direction et la même longueur. Passer d'un vecteur ici à un vecteur là, ça nécessite une opération qu'on appelle le transport parallèle, c'est-à-dire qu'on le déplace parallèlement à lui-même. Ça présuppose l'existence, ça présuppose plutôt l'adoption d'une géométrie qui est en l'occurrence la géométrie euclidienne, dont vous savez qu'elle n'est pas le dernier mot de ce qu'est l'espace, notre espace physique. Hein. La relativité générale montre que ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, savoir comment déplacer parallèlement un vecteur dans un espace qui n'est pas euclidien, c'est quelque chose qui se fait, qui se définit mathématiquement précisément, mais qui n'est pas si trivial que ça. Si vous représentez la sphère, le globe terrestre, vous pouvez dessiner un vecteur dessus, qui va d'un point à un autre. Comment vous le déplacez parallèlement à lui-même, ce vecteur? Parce que dès que vous changez de point, il n'est plus orienté pareil, vu de l'espace 3D dans lequel la Terre est plongée. Vous voyez que ce n'est pas si trivial. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, un vecteur géométrique, ça va d'un point à un autre. Le vecteur force, ça n'a rien à voir avec ça, mais rien. C'est un vecteur qui est... Enfin, rien, c'est un vecteur quand même au sens où donc c'est un élément d'un espace vectoriel, mais ce n'est pas quelque chose qui va de là à quelque part. À où? La taille de cette flèche-là dépend complètement de la conversion qu'on veut bien faire entre des newtons, parce que ça s'exprime en newtons, et des mètres d'unité de longueur. Donc quand vous représentez une force par une flèche, ça n'a rien à voir avec un vecteur qui va de quelque part et qui part de quelque part, qui va ailleurs. Cette force, elle s'applique ici. Elle n'a de sens que ici, mais en fait, c'est quelque chose d'abstrait qui n'a rien de géométrique. Néanmoins, il y a un sens à attribuer une direction à cette force. Quel est ce sens? Oui? Le travail de la force. Et alors, c'est quoi? Oui, alors ce n'est pas son travail. C'est que si le corps est ici au repos, et qu'on lui applique cette force, le corps se met en mouvement et va dans une certaine direction. Dans une certaine direction, dans l'espace. Et c'est cette direction qu'on communique à la force. C'est-à-dire, on fait la convention que quand on représente une force comme dans cette direction sur le tableau, ça veut dire que c'est une force qui est capable de mettre en mouvement un corps qui serait là, dans cette direction-là. Un corps qui serait là, au repos. Parce que si le corps est déjà en mouvement, par exemple, le poids tire cet objet vers le bas. C'est effectivement la direction dans laquelle il se déplace s'il est au repos et que je le laisse sous l'action de cette force. Mais si je le lance par là, le corps ne va pas du tout vers le bas. Il y a une combinaison de mouvements, en fait, qui va suivre une trajectoire parabolique, comme vous savez. Donc, la force, c'est même pas la direction dans laquelle la force, la direction de la force, ce n'est pas la direction dans laquelle la force met en mouvement un corps. C'est la direction dans laquelle la force modifie la vitesse du corps, modifie le vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse lui-même, on le représente aussi avec une flèche. Une flèche qui n'est pas un truc qui va de là à là, qui est une vitesse qui caractérise l'état de mouvement du corps ici, et pas ailleurs. Elle n'est pas transposable ailleurs. D'accord ? Le vecteur vitesse, c'est la vitesse de ce corps-là qui est ici. Et, encore une fois, ça c'est des mètres par seconde, donc le même vecteur vitesse, je peux le mettre comme ça, ou comme ça dépend comment je décide de représenter un mètre par seconde en tant que mètre sur le tableau. Donc, ne confondez pas les vecteurs. Néanmoins, il y a un sens à représenter, effectivement, comme vous le faites depuis toujours, une vitesse par un vecteur sur un tableau. Ce sens est donné par le fait que quand je le représente la vitesse dans cette direction-là,
ça veut dire que le corps est en ce moment, quand il est là, en train de se déplacer par là. C'est-à-dire qu'à l'instant dt plus tard, il va si ça c'est par rapport à une origine quelconque, si ça c'est r, eh bien à l'instant dt plus tard, il aura parcouru v dt, et ça c'est un vecteur géométrique dans l'espace. Il aura parcouru v dt, donc dans une certaine direction de l'espace, eh bien on attribue au vecteur vitesse la même direction. C'est très naturel, vous le faites depuis toujours sans y réfléchir, mais c'est important de comprendre que quand on représente sur un même schéma une vitesse, une force, etc., les grandeurs relatives ne peuvent être comparées, évidemment, que pour des grandeurs de même unité, de même dimension. OK. Cette parenthèse vous paraît peut-être débile, mais enfin, ça prendra un sens un peu plus tard. Parce qu'après, on va même mettre des vecteurs champs électriques, des vecteurs champs magnétiques, dont la direction veut dire quoi? Encore une fois, ce n'est pas on va d'un endroit, on va à un autre. Et on pourrait dire encore, donc une force, oui, c'est la direction dans laquelle ça induit le mouvement d'un corps. Alors non, ça n'induit pas le mouvement d'un corps, ça induit une modification du mouvement du corps, ce qui n'est pas pareil. Et ça vous fait sourire, vous avez raison, mais c'est une erreur typique quand vous demandez... Quand vous demandez à des élèves en collège ou en lycée de représenter les forces, quand vous lancez une balle vers le haut, d'accord, et puis vous demandez de représenter la force qui s'applique. Alors, en fait, très rapidement, les gens ont envie de dire qu'il y a une force vers le haut quand le corps va vers le haut. Quand il atteint le maximum, on a l'impression qu'il n'y a plus de force. Et quand il redescend, alors là, on met la force vers le bas. Cette erreur, vous l'avez faite, je l'ai faite, tout le monde l'a fait, c'est inhérent à notre intuition fautive, un peu trop rapide en quelque sorte. Donc là encore, une force, on va dire, ça modifie le mouvement dans la direction de la force. Un champ électrique, on peut dire aussi, puisqu'en fait, la force associée au champ électrique, c'est QE, donc c'est dans la même direction, c'est proportionnel à la direction de la force. Mais le champ B, par exemple, ça veut dire quoi que le champ B, il est orienté comme ça? Le champ B, il induit une force F égale, si vous vous souvenez, j'espère, QV vectoriel B. Donc la direction de la force est orthogonale à ce vecteur-là. Donc faites attention, on va manipuler des grandeurs vectorielles qui sont vectorielles en un sens particulier. Soit dit en passant, le champ B n'est pas un vecteur. C'est un pseudo-vecteur. Bref, on va voir très rapidement le vecteur rotation, qui n'est pas un vecteur, qui est un pseudo-vecteur. Ça change tout. Si vous le regardez dans un miroir, il ne se transforme pas en moins lui-même, comme un vecteur géométrique ordinaire, mais en lui-même. On va y aller doucement, mais donc, enfin, ces remarques préliminaires que je fais et qui ont l'air un petit peu déplacées, enfin, j'insiste exprès pour que vous réalisiez que représenter un vecteur sur un tableau, c'est pas n'importe quoi. Enfin, il faut savoir de quoi on parle, c'est vraiment très important. Alors, mais on verra des applications, on verra pourquoi c'est important de dire tout ça. Quoi qu'il en soit, la loi de Newton, la voici. M dv sur dt égale force totale, et la force totale, c'est la somme vectorielle des forces. Donc on peut représenter... On peut additionner les forces comme on additionne des vecteurs géométriques pour dire que le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus BC. On les met bout à bout et après on court-circuite. Voilà le vecteur AC. C'est comme ça qu'on fait dans l'espace géométrique. Pour les forces, à nouveau, c'est pareil. Si j'ai donc un corps matériel soumis à une force F1 et par ailleurs à une force F2, eh bien, c'est pareil, ce qui va se passer très exactement pour le corps de masse M. C'est la même chose que si je faisais la somme vectorielle, et la somme vectorielle, je peux la représenter là, effectivement, comme la somme en les mettant bout à bout, ces vecteurs, sur mon tableau. Et vous voyez que faire ça, ça n'a rien de... Ça peut être naturel parce qu'on a l'habitude, mais ça n'a rien d'évident. Ce serait bien de justifier ça un jour. Alors on va le faire partiellement très rapidement. Donc ça, c'est la force F1 plus F2. Voilà, donc
Tout se passe comme si on appliquait une force unique au point M. Alors ça, c'est important dans ce sens-là, savoir comment combiner des forces, mais évidemment, vous le savez. C'est important aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez une force qui s'applique sur un point M, vous pouvez dire que cette force, en fait, ce n'est pas une force. Cette force, c'est la combinaison de cette force-là plus celle-là. Mais c'est aussi la combinaison de cette force-là plus celle-là. Ou bien de cette force-là plus celle-là. Tout ça, c'est exactement pareil. Dès lors que la somme des forces est la même, le mouvement va être le même. Alors ça, c'est très pratique, parce que c'est exactement ça que vous utilisez quand vous projetez les forces sur des axes. Quand vous étudiez le mouvement, par exemple, voilà, on lance un projectile dans un champ de pesanteur avec accélération de la pesanteur g. Tiens, encore un vecteur qui n'a pas du tout les dimensions de... D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous étudiez le mouvement. Alors, j'espère que vous savez tous que ça fait une parabole, si on néglige les frottements de l'air, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez écrire ça, parce que ça, c'est la loi universelle qui régit le mouvement des corps. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez projeter le système vectoriel ici, enfin, cette équation vectorielle, vous allez le projeter sur des axes. Par exemple, vous allez choisir l'axe Z ici, axe X. Bon, l'axe Y, on va oublier, on dit on se met dans le plan là, du mouvement. Et vous allez dire la force qui s'exerce. Alors là, bon, c'est facile, suivant juste un axe. Donc, en fait, vous allez écrire M x2 points égale... Alors, la projection de la force sur l'axe X, c'est 0. Et puis, M z2 points égale moins mg. Avec ces orientations-là. Un cas peut-être un petit peu moins trivial. On va prendre un corps qui va glisser, mettons sans frottement, sur un support incliné d'un angle alpha. Et alors vous allez écrire qu'il y a ici une force mg, le poids, et puis qu'il y a une réaction du support comme ceci. Je vais la noter réaction normale. Et c'est pareil, vous allez projeter sur les axes. Vous allez dire, je ne sais pas, bon, allez, mettons qu'on étudie le mouvement suivant cet axe-là, puisque c'est clairement la direction dans laquelle ça va se déplacer. Je l'appelle X, cet axe-là. Vous allez écrire que, alors, vous allez écrire m dv sur dt égale Rn plus mg, plus le poids. Et puis là, vous allez dire, tiens, je vais projeter sur cet axe-là. Projeter sur cet axe-là, vous allez dire que donc m x de points, c'est... Alors, Rn projeté là-dessus, ça fait 0, c'est un peu l'idée. Et il reste le poids projeté sur cet axe-là. Le poids projeté sur cet axe-là, ça fait... Alors, il y a mg, et l'angle alpha qui est ici se retrouve là. Et donc, ça fait mg sin alpha. D'accord ? Donc, vous allez dire... plus mg sin alpha, en faisant bien attention au signe. Mg entraîne vers les x croissants avec mon orientation ici. J'aurais pu prendre l'autre, bien sûr. Et puis, vous résolvez, et ça fait donc, puisqu'on y est, x2 points égale g sinus alpha. Et donc, vous avez x égale... voilà. Si ça démarre sans vitesse initiale de la position x égale 0, ça va faire 1,5 de g sin alpha t carré. D'accord ? Notez en passant que tout se passe comme si c'était une chute libre, c'est-à-dire l'accélération est constante suivant la direction x, mais plus petite que l'accélération de la pesanteur, plus petite de combien ? De sinus alpha. Bon. Vous voyez que quand vous faites ça, en fait, ce que vous faites, c'est que vous dites, cette force-là, c'est la somme de celle-là plus de celle-là, c'est-à-dire celle-là. Vous avez décomposé, vous avez utilisé la propriété que les forces s'ajoutent vectoriellement, mais dans l'autre sens. D'accord ? Quand on projette sur des axes, en fait, on décompose la force, en fait, comme s'il y avait deux forces.
une ici qui n'agit pas sur X, très bien, et l'autre qui est celle-là. Donc vous faites comme si ce n'était pas le poids, c'était cette force-là. Alors on dit que c'est une composante de la force, mais dire c'est une composante, ça envisage bien une décomposition justement d'une force sur différentes composantes. Bon, bref. À nouveau, ce ne sont que des choses triviales, mais c'est important de comprendre ce qui se passe. OK. Voilà. Alors, je voudrais revenir maintenant au fondement de cette équation, parce que c'est quand même la loi fondamentale, enfin, la relation fondamentale de la dynamique. C'est bien de dire relation plutôt que principe et plutôt que loi, parce qu'en fait, cette relation consiste fondamentalement en une définition de la notion de force. Tout commence par le principe d'inertie. Alors c'est important de comprendre ce que c'est que le principe d'inertie. Vous pourrez avoir cette question, qu'est-ce que le principe d'inertie, ou énoncer le principe d'inertie. Oui ? Ok, j'essaie de noter ce que vous avez dit. Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme on va dire si aucune force ne s'exerce sur lui. Ok, alors c'est pas mal, effectivement, si vous répondez ça, il y a des chances qu'on dise ok, c'est bon, il voit de quoi il s'agit. Il y a juste un petit problème quand même. Comment vous définissez l'état de repos ou l'état de mouvement uniforme? Ça dépend du référentiel. On peut dire qu'un corps est au repos que dans un certain référentiel. Or, je prends ce corps-là. Je le pose là. Alors, il y a deux forces qui s'exercent sur lui, la réaction de la table et le poids, mais est-ce qu'on pense? Donc, on va dire qu'il n'y a pas de force qui s'exerce sur lui. Et puis maintenant, je prends ce référentiel-là pour repérer la position de ce corps. D'accord? Donc là, c'est bien, et il persévère dans son état de repos. Et puis, je vais faire ça. Ce corps se met à bouger. Ce corps est en train de bouger, on est d'accord? Dans ce référentiel, il est en train de bouger. Quelle est la force qui s'exerce sur lui? Attendez, là, il n'y en a pas. Je bouge ça, et maintenant, il y a une force qui s'exerce sur lui. Donc, le corps persévère dans son état de repos. Oublions pour l'instant le mouvement rectiligne uniforme. Ça ne peut pas être vrai dans tous les référentiels. Parce que dans ce référentiel-là, ce corps sur lequel... Enfin, ce corps-là, il est au repos, et puis il n'y est plus. Il s'est mis... Là, je fais ça, ce corps se met à bouger tout seul alors que je n'exerce pas de force sur lui. Donc, dans ce référentiel-là, c'est sûr, ça ne s'applique pas. Ce qu'on voit là, c'est que si c'est possible, ça ne peut l'être que dans un certain référentiel, ou au mieux dans une certaine classe de référentiel. En tout cas, il y a certains référentiels dans lesquels ça ne s'applique pas. Si on précise dans un référentiel galiléen. Yes. Et c'est en fait la définition des référentiels galiléens. Donc ça se mord un peu la queue, c'est tautologique si on veut. Un référentiel galiléen, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel dans lequel la loi d'inertie s'applique. C'est-à-dire que si on ne fait rien sur un corps et qu'il est au repos, il ne se met pas à bouger tout seul. Finalement, la loi d'inertie, c'est ça. Si vous êtes au repos et qu'aucune force s'applique, vous restez au repos. Et c'est vrai, si vous avez une certaine vitesse et qu'on ne fait rien, la vitesse demeure, en norme et en direction. Ça ne peut être vrai, si c'est vrai, ça ne peut l'être que dans certains référentiels,
les référentiels en question, on les appelle galiléens. Alors, du coup, ça pourrait être une définition vide. Donc, le constat profond sur la nature de la réalité physique, c'est qu'il existe des référentiels dans lesquels, si on ne fait rien sur un corps, il ne se passe rien. Enfin, il n'y a pas de modification de mouvement. Donc, ça définit les deux choses en même temps. Les référentiels galiléens sont les référentiels dans lesquels, par définition, un corps au repos reste au repos. Et, c'est-à-dire, les référentiels galiléens sont les référentiels dans lesquels la loi d'inertie s'applique. Et la loi d'inertie ne peut s'énoncer que par rapport à un référentiel, et pas n'importe lequel, justement les référentiels galiléens. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il en existe. Il existe effectivement une classe de référentiels dans lesquels, si on n'exerce aucune force sur un corps, et qu'il est au repos, il le reste, et s'il a une certaine vitesse, il la garde. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un référentiel galiléen, alors tous les référentiels en translation uniforme par rapport à celui-là sont également galiléens. Et uniquement ceux-là. Si R0 est galiléen, alors tout référentiel R en translation uniforme par rapport à R0 est également galiléen, c'est-à-dire vérifie la loi d'inertie, disant que si on ne fait rien à un corps, il ne change pas son mouvement. C'est également galiléen. Alors pourquoi ça? Eh bien, en vertu de la loi de composition des vitesses, si on veut, ou disons la loi qui dit comment change la vitesse quand on change de référentiel. Donc je vais prendre comme référentiel R0 le tableau. Et puis je prends un référentiel R. Je suis à 2D, je serai à 3D, ce serait pareil bien sûr. Je vais prendre un référentiel, je lui attache un repère cartésien ici, qui est en mouvement uniforme à la vitesse V0. Enfin, bon, je vais l'appeler V1. Vitesse V1. Donc référentiel R1 qui va à la vitesse V1 par rapport à R0. Et puis je considère un corps, M, un point matériel, qui a un certain mouvement dans le référentiel R0. À un instant t, il est quelque part, M de t, que je peux repérer par rapport à... Alors ça, je vais l'appeler O1, puis ça, je vais l'appeler O0. Vecteur R0 de t. Et il a une certaine vitesse. V de TV par rapport à R0. Quelle est la vitesse du corps par rapport au référentiel R1? Vous le savez tous, j'espère. La vitesse du corps par rapport à R1, c'est la vitesse par rapport à R0. Alors, plus la vitesse de R0 par rapport à R1, en vrai. Hein? Donc, moins la vitesse de V1 par rapport, de R1 par rapport à R0. Je vais mettre ici. Donc, c'est V par rapport à R0 moins V de R1 par rapport à R0, c'est-à-dire V par rapport à R0 moins ce que j'ai appelé V1 ici. Bon, c'est peut-être plus explicite de le noter comme ça. Voilà. Par rapport, d'accord. Donc ça, c'est la loi de composition des vitesses. Vous en êtes sûr de cette loi? Alors, oui, si ça c'était vrai, on pourrait très facilement aller plus vite que la vitesse de la lumière.
Vous mettez dans un référentiel qui va à 2/3 de la vitesse de la lumière par rapport au tableau. Et puis dans ce référentiel-là, vous envoyez un corps qui va à 2/3 aussi de la vitesse de la lumière. Donc dans ce référentiel qui lui-même va à 2/3 de la vitesse de la lumière par rapport au tableau, disons dans la même direction. Et à ce moment-là, la somme, ça va faire 4/3 de la vitesse de la lumière qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc, soit ce qu'on vous a raconté, qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière en vitesse relative, est faux, soit cette loi est fausse. Alors, cette loi est fausse. Néanmoins, je vais vous la démontrer, cette loi. Comment démontrer ça? Parce que malgré tout, c'est quand même presque vrai. Si? Un quoi? Un train et une balle. Oui, mais on va le faire de façon complètement générale. J'ai mon point M. C'est quoi la vitesse de V, enfin la vitesse du point par rapport à R1? Par définition, c'est D de O1M sur dt. OK? Bon. Ça, c'est un vecteur géométrique. Je peux introduire là-dedans le point O0. Je vais l'appeler O tout court. Hein, le point, d'accord, l'origine d'un repère dans le référentiel R0. Voilà, donc ça fait D de O1O sur dt plus D de OM sur dt. D de OM sur dt, par définition, c'est la vitesse de M par rapport à O, c'est-à-dire dans le référentiel R0. Donc ça, c'est V par rapport à R0. Et ça, si vous voulez, ça c'est moins D de O1 sur dt. C'est donc moins la vitesse de O1 par rapport à O. Donc c'est justement moins V1. Donc ça fait bien V par rapport à R0 moins V1. Yes? Si vous voulez, ça c'est ça. Ça c'est ça. Vitesse de O par rapport à O1. Et ça c'est ça. Donc cette loi est tout à fait exacte et se démontre en une ligne. Il suffit d'écrire ce que veut dire vitesse et la dérivée par rapport au temps. Donc bien évidemment, on a ça. Et pourtant, en relativité, c'est faux. Alors où est le problème ? Je viens de démontrer une relation fausse. Fort, oui. C'est à cause de la vitesse qui approche de la lumière. Ouais, mais où est l'erreur là? Là, je l'ai démontré sans peu importe la vitesse. Je viens de démontrer. En fait, c'est le dt qui est pas la valeur partout. Yes. Quand je dis que ça, c'est la vitesse de M dans le référentiel R1, je suppose que t est la variable temps dans le référentiel R1. Et quand je dis que ça, c'est la vitesse de M dans le référentiel R0, je suppose que t est la variable temps dans le référentiel R0. Si la variable temps est la même dans le référentiel R1 et R0, alors c'est imparable. Donc c'est ça qui est faux. Il n'y a pas, en réalité, un temps universel qui serait le temps du monde, indépendamment du référentiel. Et ça rejoint l'idée intuitive de temps qu'on avait discuté brièvement la semaine dernière, qui est que le monde est ce qu'il est, il est donné dans l'instant, et la réalité suivante remplace la réalité précédente. Et donc, il y a un temps qui est le temps des existants du réel, en tout cas de la réalité physique.
ce qui est maintenant, puis ce qui est après, puis ce qui est plus tard. Donc ce temps est extérieur, indépendamment du référentiel. Ce qui est, ça est, peu importe par rapport à quoi je me représente ce qui est. Dans notre représentation intuitive, le temps est universel et en fait extérieur à la réalité en quelque sorte. Il ordonne des successions de choses qui existent et il ne dépend pas du référentiel, il ne dépend pas d'un point de vue qu'on adopte à l'intérieur du monde. C'est quelque chose de général et universel. C'est comme ça que le temps est formalisé, donc c'est comme ça que le temps est dans notre intuition, et c'est comme ça qu'il est formalisé en physique newtonienne. Et on voit que cette idée d'un temps universel qui ne dépend pas du référentiel implique en une ligne la loi de composition des vitesses, celle-ci. Donc, tant qu'on fait de la physique newtonienne, et c'est ce qu'on va faire quasiment 99% du temps cette année, tant qu'on fait de la physique newtonienne, le temps peut être considéré comme un paramètre extérieur, en quelque sorte, en tout cas universel, indépendant du référentiel, et par conséquent, les vitesses se composent comme ça, il n'y a rien d'autre à en dire. Enfin, quand les référentiels sont en translation, je reviendrai là-dessus quand on fera des rotations en plus, mais c'est un détail à ce stade, puisqu'on considère des points matériels là. Enfin, bon, bref. Ok, donc c'est l'hypothèse qu'on fera. On a une addition, on a une composition des vitesses par addition vectorielle. Alors vous voyez que cette démonstration ne nécessite pas qu'on précise que le corps va dans la même direction que la direction de translation du référentiel. C'est des relations vectorielles, c'est-à-dire que si vous avez un référentiel qui se déplace par rapport au tableau dans cette direction-là, et un corps qui va dans cette direction-là, eh bien, si ça, c'est la vitesse du corps par rapport au référentiel, je vais l'appeler R1 à nouveau celui-là, si ça, c'est V1, vitesse du corps par rapport à R1, eh bien, la vitesse du corps par rapport au référentiel R0, c'est la vitesse du corps par rapport à son référentiel, enfin au référentiel R1, plus la vitesse du référentiel R1 par rapport à la vitesse du référentiel R0. Donc, on combine les mouvements, on combine les vitesses, donc on a une certaine vitesse par rapport à quelque chose qui lui-même a une vitesse par rapport à autre chose, eh bien, on a à ce moment-là, par rapport à cette autre chose, la vitesse qui est la combinaison de ces deux mouvements, qui est la somme vectorielle des deux vitesses. Donc, on combine les vitesses de façon additive. Donc, faites attention, ce n'est pas la loi d'addition des vitesses, c'est la loi de composition des vitesses. Comment on détermine la vitesse d'un corps par rapport à un autre si on connaît la vitesse de ce corps par rapport à quelque chose et la vitesse de ce quelque chose par rapport à autre chose. Donc, c'est une combinaison, c'est une composition des vitesses. Eh bien, cette composition des vitesses se fait de façon additive. C'est la loi de composition des vitesses qui est additive et non pas la loi d'addition des vitesses. Il se trouve qu'elle est additive. Mais en fait, il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est le cas si on suppose que... Enfin, tant qu'on peut supposer que le temps est universel. D'accord ? Oui ? Non, il n'y a pas de vitesse... Non, dans les deux cas, la vitesse est relative à un référentiel. De toute façon, il n'y a pas de vitesse absolue. Ça ne veut rien dire. Puisqu'il n'y a pas de position absolue. La position n'a un sens que par rapport à quelque chose. De même, une vitesse qui représente une variation de la position ne peut avoir de sens que par rapport à quelque chose. Bon, alors, ça... Oui, alors, j'ai l'air de m'être perdu. Je ne me suis pas perdu. C'est ça qu'on est en train de démontrer. Parce que maintenant qu'on a cette loi de composition des vitesses, je vais effacer tout ce qui ne sert plus. Si vous avez un référentiel qui est en translation uniforme par rapport à R0, c'est-à-dire que ça, c'est constant, par définition. C'est la définition d'une translation uniforme. Donc si vous avez deux référentiels en translation uniforme, si, là c'est le même point M, c'est le même corps, hein,
vitesse du corps par rapport à R1 et la vitesse du corps par rapport à R2. Si ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Si V de M par rapport à R0 est constante, alors V de M par rapport à R0 plus une constante, c'est aussi constant. C'est-à-dire que si vous avez deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre, alors, si la loi d'inertie s'applique dans R0, elle s'applique aussi dans R1. Inversement, si elle ne s'applique pas dans R0, elle ne peut pas s'appliquer dans R1. Tout ça, c'est une constante. La loi d'inertie dit V reste constante. Si elle reste constante là, elle reste constante là. Si elle ne reste pas constante là, elle ne reste pas constante là, puisque ça, c'est constant. Donc, cette relation de composition des vitesses additives, on peut dire, loi d'addition des vitesses, ça se dit, mais j'insiste pour vous faire réaliser que la clé, c'est la composition des vitesses. Il se trouve qu'elle est additive. Bref, cette relation de composition des vitesses implique que si vous avez un référentiel galiléen, vous en avez une infinité d'autres, tous ceux qui sont en translation uniforme par rapport à lui, et vous savez qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, la loi d'inertie ne singularise pas un référentiel, mais une classe de référentiels, et tous ces référentiels sont en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Alors, le fait qu'il existe de tels référentiels dans lesquels, si on ne fait rien sur un corps, il ne se passe rien, s'appelle la loi d'inertie. Enfin, pardon. Le fait qu'il en existe est une propriété du monde, et ça, c'est la loi d'inertie. Donc, on pourrait toujours formuler la loi d'inertie en disant il y a certains référentiels dans lesquels ça, et puis qu'il n'y en a pas des tels référentiels. Ben, si, il y en a, et une très bonne approximation d'un tel référentiel, c'est par exemple le référentiel terrestre. Bon, ce qu'on a dit l'autre fois, tant qu'on ne considère pas des mouvements sur des échelles de temps telles que ça commence à se voir que la Terre tourne sur elle-même, etc., etc. Bon, je ne reviens pas sur cette histoire-là. Bon, donc c'est très important de comprendre ça. Si on reprend un petit peu la logique, on a la loi d'inertie qui est indissociable de la notion de référentiel galiléen, puisque la loi d'inertie ne peut pas s'appliquer dans tous les référentiels. Ensuite, la loi de composition des vitesses permet de caractériser l'ensemble des référentiels galiléens dès lors qu'on en a un. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, d'ailleurs, on peut réaliser qu'on peut... Enfin, il y a un sens, si on est d'accord avec ça, il y a un sens à simplifier encore la loi d'inertie, plutôt que de dire... s'il n'y a pas de force qui s'exerce sur un corps, il persévère dans son état de mouvement uniforme. Il suffit de dire il persévère dans son état de repos, en fait. Parce qu'un corps au repos dans un certain référentiel galiléen a une vitesse dans un autre référentiel galiléen qui est en translation par rapport à lui. Et il a une vitesse, dans cet autre référentiel galiléen, il a justement une vitesse qui ne change pas, puisque l'autre référentiel galiléen est en mouvement de translation uniforme. Donc, si je dis, dans ce référentiel galiléen, ce corps sur lequel je ne fais rien est au repos, reste au repos, je peux dire, enfin, cette phrase traduite dans un autre référentiel qui est en translation uniforme, est la suivante. Dans cet autre référentiel en translation uniforme, ce corps a une certaine vitesse et il la garde. D'accord ? Bon. Ok, donc cette loi d'inertie, elle est en fait extrêmement naturelle. Si on ne fait rien sur un corps, il ne se passe rien. Et ce que dit la relation fondamentale de la dynamique, ou première loi de Newton, c'est que s'il se passe quelque chose, si la vitesse change, bah c'est que du coup on a fait quelque chose. Et ce quelque chose, on l'appelle force. C'est ça que ça dit là. Si on ne fait rien, dv sur dt égale 0. Si dv sur dt n'est pas égal à 0, c'est quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle force. Donc la définition d'une force, c'est ce qui modifie l'état de mouvement d'un corps dans un référentiel galiléen. Alors, il y a juste une subtilité, c'est ce M là. Alors en fait, ce n'est pas une modification de la vitesse, c'est une modification de la quantité de mouvement qui, si on reste dans le cadre newtonien et pas relativiste,
s'écrit simplement P égale mv. C'est-à-dire qu'on a identifié qu'il y a un paramètre ici qui se présente dans cette équation comme la masse inertielle. Donc, c'est lié justement à cette loi d'inertie, à cette idée d'inertie que si on ne fait rien, il ne se passe rien, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas modifiée. Si en revanche on fait quelque chose, on applique une force, alors la modification de la vitesse dépend d'un paramètre du corps qui est son inertie. Plus le corps est inerte, plus c'est difficile de changer son mouvement. Ça correspond bien à l'idée d'inerte. Un truc inerte, c'est dur de le mettre en mouvement ou de l'arrêter. Enfin, c'est dur de changer son état de mouvement. Un corps qui aurait une masse très faible, la moindre petite force va pouvoir modifier considérablement sa vitesse. Donc, alors, on pourrait, dans la logique que je viens de retracer, on pourrait décider de définir une super force, je ne sais pas comment l'appeler, un truc, qui est directement l'accélération du corps, la variation de sa vitesse. Mais en fait, c'est très pratique de le représenter comme ça. Ça permet d'avoir des expressions des forces qui ne dépendent pas forcément du corps auquel ça s'applique. Par exemple, on va prendre un exemple, c'est plus simple. Par exemple, considérons la force électrique dont on a déjà parlé la semaine dernière, F égale QE. Cette force se manifeste affecte des corps qui ont une certaine propriété qui est d'avoir une charge électrique, qui peut être positive ou négative, plus ou moins grande, plus ou moins petite. Cette charge électrique, c'est E, et c'est ça qui permet de coupler le corps à ce qu'on appelle donc le champ électrique, et qui détermine l'intensité de cette force. Deux corps qui ont la même charge électrique vont donc subir la même force. Mais ils ne vont pas avoir la même modification de leur mouvement. L'accélération qu'ils vont subir ne va pas être la même, s'ils n'ont pas la même masse. D'accord ? Alors, on pourrait choisir de définir la force comme simplement la variation de la vitesse, mais à ce moment-là, il faudrait dire que la force électrique qui s'exerce sur un corps de masse m, de charge q, pardon, dépend de sa masse et vaut ça. C'est pas très agréable parce que la force électrique, justement, elle dépend de la charge et la masse. Vous pouvez imaginer plein d'autres forces. Vous prenez par exemple un ressort qui tire. Un ressort qui a une élongation delta x, qui tire sur un corps ici de masse m. La force F égale moins k delta x ux, par exemple, si on représente les choses encore rapidement. C'est pareil, la même force, liée à la même extension du ressort, va pas provoquer la même variation de vitesse, la même accélération sur tous les corps. Ça va dépendre de leur masse. Un corps léger va avoir pour la même force, va avoir une grande accélération. Pardon, c'est l'inverse. Oui, non, c'est ça. Un corps léger va avoir une grande accélération pour une même force. Un corps lourd va avoir une petite accélération. On pourrait à nouveau définir la force élastique comme étant juste l'accélération. Et à ce moment-là, il faudrait dire que cette force élastique dépend en fait de la masse du corps qu'on met là. Bref, ce n'est pas du tout pratique. Une fois qu'on a compris qu'en réalité, on peut isoler des forces indépendantes de la masse et simplement, avec un seul paramètre, qu'on appelle donc masse inertielle, traduire la force en accélération, et on comprend qu'il est bien mieux de le faire comme ça. Donc ça, c'est la loi fondatrice donc, de la physique newtonienne, que vous connaissiez bien. Je l'ai commenté peut-être trop, je ne sais pas, j'ai tendance à parler trop, mais surtout quand c'est de la physique. Mais donc, il faut comprendre que ça, c'est une définition des forces. Ce n'est pas comme si on avait un concept de force
quelque part, et puis on a un concept d'accélération, et puis on a un concept de masse, et tiens, on constate que ça fois ça égale ça. Non, on définit la force comme justement ce qui fait que le principe d'inertie ne s'applique pas, c'est-à-dire que V reste constant. Voilà pourquoi c'est une relation fondamentale. On ne peut pas le démontrer, ça. Parce que pour le démontrer, encore une fois, il faudrait déjà avoir une notion de force et puis montrer que c'est égal. Non, ça définit la force, de même que ça définit en fait la masse inertielle. Tout ça est lié. OK. Donc quand je vous ai dit, l'autre jour, j'ai vu quelques yeux s'écarquiller quand j'ai lâché un corps et que j'ai dit le corps tombe là parce que la Terre l'attire. Mais attention, le corps attire la Terre tout autant. C'était vrai, la force est la même. Hein. J'attire la Terre autant qu'elle m'attire, exactement autant. Par contre, la masse de la Terre, elle est un peu plus grande que moi, donc je lui fais ni chaud ni froid à la Terre. D'accord. Je la fais pas beaucoup. Enfin, mais je la tire en proportion de sa masse à elle aussi. Hein. Vous la connaissez, la force de gravitation. Mais, alors ça, la masse qui intervient là, ça c'est la masse gravitationnelle. Qu'on appelle des fois masse grave tout court, mais je vais quand même noter gravitationnelle. Et ça, c'est la masse inertielle. Alors, Galilée, dans l'étude de la loi de la chute des corps, constate que tous les corps tombent de la même façon, à la même vitesse, contrairement à ce que pourrait laisser entendre notre expérience quotidienne qui s'effectue dans l'air et pas dans le vide. On a l'impression qu'un corps léger tombe moins vite qu'un corps lourd. Comme vous le savez, ce n'est pas vrai. Il suffit de faire le vide, c'est-à-dire de s'affranchir de la résistance de l'air qui n'agit pas de la même façon sur tous les corps, pour réaliser qu'effectivement, un corps lourd et un corps léger tombent de la même façon. J'espère que vous avez tous vu sur YouTube, ou sinon vous allez la voir, cette magnifique expérience où on voit une pomme et une plume tomber strictement pareil dans un grand volume où ils ont fait le vide. Et on lâche la plume et un marteau ou je ne sais pas quoi, c'est exactement pareil. Hein. Alors pourquoi ça tombe? Ou sur la Lune. Et on a le film de ça? Ah mais oui, ça me dit quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'était d'ailleurs le raisonnement absolument génial de Galilée. Galilée raisonne comme ça. Quand vous lâchez un corps, en fait, vous pouvez dire que vous lâchez deux demi-corps. S'ils ne sont pas liés, ou s'ils sont liés, qu'est-ce que ça change? Ou quand vous lâchez un corps, vous pouvez dire, il y a un qui n'est pas beaucoup massif, puis il y a un qui est beaucoup massif. Ils tombent pareil. C'est-à-dire qu'ils soient liés par une cohésion matérielle ou pas, vous mettez juste un petit fil là-bas. C'est pareil. Ils tombent pareil. Bon, bref. Vous savez tous que les corps chutent de la même façon. Alors la raison est que la masse gravitationnelle et la masse inertielle sont les mêmes, ont l'air d'être les mêmes. Est-ce qu'on en est sûr? On dépense des milliards d'euros pour faire des expériences pour essayer de vérifier ça. Alors c'est vérifié aujourd'hui à 10-15 près. Je me demande si ce n'est pas 10-21, ou bien 10-21, c'est ce qu'on va essayer de faire, je ne sais plus. On est au moins à 10-15 près, c'est-à-dire que delta M, enfin donc masse inertielle moins masse gravitationnelle divisé par l'une des deux, ça c'est inférieur à 10, peut-être 17, 10-21, je ne sais pas, enfin en tout cas,
pour autant, et on est capable d'une précision colossale, et à cette précision-là, elles sont égales. Je comprends pas vraiment la différence entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle. Alors, je vais vous l'écrire là. Donc, écrivons la loi de la chute des corps. Alors, m inertielle dv sur dt égale somme des forces. Il y a juste la force de gravitation, ça fait donc moins g m gravitationnel du corps, masse de la Terre sur R2 UR. Ça, la masse gravitationnelle d'un corps, c'est ce qui dit comment on se couple au champ gravitationnel, si vous voulez. En tout cas, c'est ce qui dit comment on est attiré par une autre masse et comment on attire une autre masse. Donc, c'est ce qui est lié à la force de gravitation. La force de gravitation, c'est deux corps massifs s'attirent l'un l'autre avec cette formule-là. D'accord ? Si vous avez une masse gravitationnelle plus grande, vous induisez une force plus grande. Si elle est 2 fois plus grande, c'est proportionnel à votre masse. Donc, c'est une caractéristique du corps qui détermine comment on provoque et on subit la force gravitationnelle. De même que la charge électrique, c'est une propriété d'un corps qui définit comment on provoque et on subit la force électrique. De la même façon, j'écris donc la force de Coulomb égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1, Q2 sur R2, UR. Donc je vais être explicite, ça c'est la force gravitationnelle. Bon, enfin, peu importe. Ok, vous voyez ce que... Donc, ça, c'est la charge électrique. Eh bien, la masse gravitationnelle, c'est la charge gravitationnelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il existe une charge inertielle et une charge... Alors, il existe une charge gravitationnelle qu'on appelle pour des raisons historiques masse, mais c'est de la charge gravitationnelle. C'est effectivement ce qui établit, enfin, ce qui détermine l'intensité de la force de gravitation, de même que la charge électrique détermine l'intensité de la force électrique. Et en plus de ça, c'est une caractéristique du corps, comme la charge. Donc, chaque corps a une certaine façon de se coupler au champ électrique, façon de se coupler au champ gravitationnel, façon de se coupler au champ faible, fort, etc. Pour toutes les interactions fondamentales. En fait, il n'y en a pas d'autres que ce que je viens de dire, mais bon, voilà. Donc, OK. Et en plus, chaque corps a une propriété intrinsèque aussi, qui détermine comment il réagit à l'action d'une force. C'est-à-dire comment il modifie sa vitesse quand une force agit sur lui. Cette autre propriété intrinsèque, il n'y a rien à voir à la façon dont on se couple au champ électrique ou à la façon dont on se couple au champ gravitationnel. C'est juste comment on réagit à une force, n'importe laquelle, quelle que soit sa nature, gravitationnelle, électrique, une force de frottement, une force élastique, n'importe quoi. Quelle que soit la force qui s'exerce sur moi, j'ai une certaine inertie qui détermine comment, pour cette force-là, je vais changer ma vitesse. Quelle va être mon accélération associée à cette force. Mon accélération, c'est la force subie, quelle qu'en soit l'origine, divisée par la masse inertielle. C'est la définition de la masse inertielle. Ça, encore une fois, cette relation définit les grandeurs qui sont dedans. Enfin, la seule grandeur qui est connue indépendamment de cette loi, c'est l'accélération. Ça, c'est purement cinématique. Donc, pour une même force subie, je vais avoir une accélération plus petite si j'ai une grande masse et plus grande si j'ai une petite masse. D'accord ? La masse inertielle, elle ne change jamais? Non, elle ne change jamais. Ça dit comment je réagis à l'action d'une force. Et si jamais on est soumis à la force de gravitation, la masse inertielle va se confondre avec la masse gravitationnelle? Alors, normalement, enfin, pour l'instant, voilà ce qu'on a. Et donc, l'accélération que je subis lorsque je suis soumis à un champ gravitationnel, c'est-à-dire quand je suis en présence d'une autre masse qui m'attire et que j'attire en raison de ma masse gravitationnelle et de la sienne, c'est-à-dire de nos charges gravitationnelles, je subis une accélération qui est égale à moins g mg mt sur, enfin mg, m gravitationnel, hein, sur m inertiel R2 UR. Voilà. Et ça,
Donc, voilà ce qu'il en est. Et ça, on constate, en lâchant des corps de différentes masses, que cette accélération est la même pour tout le monde. Quel que soit mg et quel que soit mi. Ça veut dire que le rapport mg sur mi est constant. C'est un constat dont on n'est pas entièrement sûr. On dépense littéralement des milliards d'euros pour faire des expériences, pour tester ça. Mais ça s'appelle le principe d'équivalence. Ça porte un nom, et là pour le coup c'est un principe, c'est pareil, il sort de nulle part, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer pourquoi ça doit être comme ça, mais c'est un principe duquel on peut déduire la relativité générale, ce qui n'est pas rien. Je l'écris et je prends les questions. Donc, le principe d'équivalence pose comme principe ce qui était un constat observationnel. Alors, le poser en principe, ça ne modifie pas la chose, ni sa nature, ni sa vérité. Simplement, ça veut dire qu'on prend acte de ce qu'on a observé, et ça paraît tellement remarquable, parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, on est bien d'accord. Ça, c'est comment je me couple à un champ gravitationnel, de même que ça, c'est comment je me couple à un champ électrique, et ça, c'est comment je réagis à une force, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, gravitationnelle ou pas. C'est deux concepts qui n'ont rien à voir. Le fait qu'ils soient si rigoureusement identiques, en tout cas que le rapport soit le même, donc là, après, c'est une question d'unité, donc bon. Le fait que ces deux concepts complètement différents soient strictement, autant qu'on peut le mesurer avec des précisions colossales, strictement identiques, nous fait penser qu'il y a là quelque chose de profond. C'est tellement des choses différentes qui s'avèrent être strictement égales, ça ne peut pas être par hasard. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas quoi, mais du coup, on le postule comme tel, on en fait un principe et on essaye de voir les conséquences de ça. Donc on se dit, c'est pas par hasard. Et oui, c'est pas par hasard. Maintenant, pardon, oui, alors. Oui, j'entends que ces deux grandeurs, a priori, elles sont homogènes. Alors, est-ce qu'on a décidé qu'elles étaient homogènes ou est-ce qu'elles sont homogènes? Oui, on a décidé qu'elles étaient homogènes parce que si au lieu de mesurer ça en kilogrammes, admettons qu'on mesure la masse inertielle en kilogrammes, par convention. Si au lieu de mesurer ça en kilogrammes, je le mesure en schtroumpf. Ce n'est pas des siemens, c'est des schtroumpfs. Alors, c'est quoi l'unité de G? Bah, c'est des newtons, schtroumpf moins 2, mètres carrés, voilà. Au lieu d'être des newtons, kilogrammes moins 2, mètres carrés. Donc, oui. C'est une convention, une homogénéité de... Oui, mais c'est-à-dire, ce qui est sûr, enfin ce qu'on constate et ce qu'on pose maintenant en principe, parce que c'est manifestement comme ça que ça se passe, ce qu'on constate, c'est que le rapport est constant. Tant qu'à faire, autant dire on pourrait dire qu'il vaut 3. Je peux dire que la masse gravitationnelle est 3 fois plus grande que la masse inertielle, ça va juste diviser par 9 G. 3 d'ici et 3 de là. Mais de toute façon, G, c'est une constante dont la valeur numérique dépend des unités choisies. Donc, autant dire que ce rapport 1 est sans dimension et 2 vaut 1, puisque tout est absorbé dans G dont la valeur numérique n'a aucun sens, puisqu'elle dépend des unités. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que le rapport des deux est constant, et du coup on les assimile. Et c'est ça le principe d'équivalence. On dit qu'en fait c'est un seul et même concept, bien que ça a l'air d'être des concepts différents. Mais c'est important de comprendre que ce sont des concepts différents. Ça, on peut vous interroger. C'est quoi la masse inertielle? C'est ce qui définit la façon dont on réagit à une force. Masse inertielle, par définition, c'est le lien de proportionnalité entre la force et l'accélération. C'est donné par la relation fondamentale de la dynamique. Ça aussi, c'est posé. Et qu'est-ce que c'est la masse gravitationnelle? Eh bien, c'est ce qui détermine l'intensité de la force de gravitation qu'on exerce ou qu'on subit en présence d'un autre corps. Donc ce sont des masses différentes, mais qui sont tellement... Enfin, voilà. Mais du coup, qu'on assimile. Mais il ne faut pas oublier qu'on l'a fait. C'est des concepts différents. Bien.
Bah, je crois qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à dire sur cette relation fondamentale de la dynamique. Ça fait 1 heure qu'on en parle. Ah non! Ah si! Ah ouais. Ouais, quand même. Bon, alors. Non, mais c'est pas inutile. Alors, on va peut-être faire des petits exemples. Alors, donc vous connaissez tout ça. Donc, soit vous connaissez les forces et vous en déduisez le mouvement des corps, soit vous constatez le mouvement des corps et vous en déduisez les forces. Alors, une fois... Oui? Non, je réfléchissais à Ouais. la force gravitationnelle. La force exercée par la Terre sur nous, Ouais. la masse mg, du coup, c'est une masse inertielle. Oui. Ah, Dans le cas de Ah non. la force de la Terre qui est exercée sur nous. c'est la masse gravitationnelle de la Terre et c'est notre masse gravitationnelle. C'est pas notre masse inertielle gravitationnelle? Non, non, c'est la façon dont on se couple au champ gravitationnel. C'est la façon dont D'accord, on... mais il y a une force qui agit sur nous. Cette force-là agit sur nous. Ouais. Maintenant, et donc, si, par exemple, si vous dites, on a aussi une force électrique entre nous et la Terre. Non, mais je veux dire, si on était très massique, on Ouais. serait dur à rapprocher de la Terre. On peut- Ah, non, non, non. Si on était très massif gravitationnel et avec une petite... Enfin, ça revient au même, en fait. C'est- Non, 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 non. On pourrait, si on revient à l'idée que ces concepts sont différents, ces concepts sont différents, donc si on se détache de l'assimilation des deux qu'on a faite, alors on pourrait très bien avoir une très très grande masse gravitationnelle et garder une petite masse d'inertie. Auquel cas, on attirerait beaucoup la Terre, on serait beaucoup attiré par elle, mais on réagirait en raison de notre masse inertielle. Enfin, tout est là. Notre accélération, c'est la force subie divisée par cette masse-là. Vous voyez? OK. Donc, en regardant le mouvement des corps, etc., on a identifié qu'il y a différents types de forces. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme force? Alors, on a déjà vu la force de gravitation. On a parlé de la force élastique. Donc je ne réécris pas les expressions. Donc moins K, delta L, U, je le fais vite. Hein. L'extension du ressort, ça peut être d'ailleurs des ressorts qui fonctionnent en compression ou pas. Il y a quoi comme force? On a parlé des forces de frottement. On a parlé de quoi? De force électrique. Je vais dire électrostatique pour être... Donc F égale QE, enfin force coulombienne si vous voulez. Je crois qu'on avait écrit déjà la dernière fois la force de Lorentz, complète avec champ électrique et champ magnétique. Qu'est-ce qu'on a comme force? Alors dans les frottements, il y a les frottements solides, les frottements fluides, il y a différents types. Vous avez dit? Voilà, qui va dépendre de la vitesse relative, etc. Bon, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a comme force? Ah, des forces de contact, des réactions de support, des trucs comme ça. Je vais marquer force de contact. Alors, soit dit en passant, le frottement solide est lié à ces forces de contact, mais bon. Réaction. Il y a aussi c'est plus qu'une force de contact, je vais la mettre là. La tension d'un fil, typiquement. Hein. D'un fil ou d'une chaîne, hein, typiquement quand vous avez un exercice de pendule, là, comme ça. Vous mettez une petite masse au bout d'un fil tendu de longueur L et vous regardez le mouvement. D'accord. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Alors, c'est important de réaliser que la plupart de ces forces, enfin, la plupart des forces qu'on rencontre en mécanique, en cours de mécanique spécifiquement, sont des forces effectives. Force
effective phénoménologique Ah oui, par exemple, on peut mettre les forces de viscosité aussi, non? Ah, puis de pression. Force de pression. Non? Bref. Alors, force effective, phénoménologique, donc, qui sont en fait des modélisations de la résultante. Oui? Yes? Ah, bonjour. Pas de problème. De la résultante de force multiples s'exerçant sur divers constituants des corps. Multiples et potentiellement variables. Quand on a par exemple un ressort qui exerce une force de rappel, comme on dit, cette force, d'où vient-elle? Bah, elle est la résultante de toutes les forces qui s'exercent sur les molécules du métal qui a été, du métal ou d'autres choses d'ailleurs, hein, ça peut être du plastique ou ce que vous voulez. Il y a des forces de cohésion interne à la matière, d'accord, qui font qu'il y a un état d'équilibre privilégié, et que si vous déplacez cet équilibre, vous tirez sur le corps, eh bien, les forces de cohésion de la matière résultent, quand vous faites la somme de tout ça, en une force de rappel qui, bien que vous êtes incapable de décrire la force de chacune des particules et que ça change en permanence, qu'il y a de l'agitation thermique, que tout ça, enfin bon, si vous deviez calculer from scratch à partir des lois fondamentales de la physique la force de rappel d'un ressort, d'accord. Néanmoins, parce qu'il y a plein de molécules, parce que finalement il peut pas se passer grand chose d'autre que je tire et ça a envie de revenir, on peut en fait modéliser la résultante de toutes ces forces en écrivant bêtement ça. En gros, c'est proportionnel à combien on tire. C'est proportionnel à l'allongement. Puis il y a un coefficient qui dit de combien c'est proportionnel. Bah, on l'appelle constante de raideur du ressort. Puis voilà. Ça ne peut pas tellement être différent. Mais on se doute bien que cette force, qui est donc la résultante de plein de forces à l'échelle microscopique, qui n'arrête pas de bouger, elle est à peu près vraie, quoi. Mais si vous tirez trop, ça va cesser d'être linéaire, probablement. Enfin, tant que vous ne tirez pas trop, bah, en gros, c'est linéaire, il y a un coefficient de proportionnalité, et puis voilà la force. On comprend bien aussi que c'est à peu près... c'est censé être dirigé dans la direction où vous tirez. Hein, si vous tirez par là, ça ne va pas vouloir se ramener dans une autre direction. Donc tout ça est un peu... Vous voyez, c'est phénoménologique. On constate que ça se comporte grosso modo comme ça, mais ce n'est pas très étonnant qu'on arrive à modéliser plein de forces qui s'exercent de façon complexe entre les molécules. Il y a de la chimie, il y a des trucs bizarres. On va couper sur la vidéo. En tout cas, il y a des choses très complexes à modéliser, mais globalement, quand on fait le bilan, ben voilà, ça donne ça. Alors, on va démontrer un peu plus tard, pas aujourd'hui, pourquoi ça peut être que comme ça, en fait. Vous verrez de l'origine de cette force-là. Bref, donc, il y a des forces effectives. C'est pareil, une force de frottement, quand on dit il s'exerce un frottement solide avec un coefficient de frottement qui vaut tant, bah oui, c'est à peu près, et puis c'est grosso modo, c'est la résultante de toutes les interactions qu'il y a entre chacune molécule. Et en plus, comme ça bouge, c'est plus la même. Donc, bon, tout ça change, mais grosso modo, ça se comporte d'une certaine façon qu'on modélise globalement selon la loi des frottements solides, que je vais vous rappeler tout de suite.
Donc il y a ces forces-là qui sont des forces... Pareil, les forces de pression. C'est quoi les forces de pression? Vous savez bien ce que c'est que les forces de pression. Quand vous avez du gaz ici, et puis que vous avez une paroi, la force de pression, c'est la résultante de toutes les forces que viennent exercer les particules lorsqu'elles rebondissent sur la paroi. D'accord? Une molécule qui arrive là, si la paroi n'est pas perméable, sinon ça passe à travers, ça ne fait pas de force. Si la particule est effectivement confinée dans une enceinte, elle arrive là, elle repart, donc elle a changé sa quantité de mouvement. Mais la quantité de mouvement, ça se conserve. Donc si elle a changé sa quantité de mouvement, en gros elle allait par là, maintenant elle va par là, donc elle a un changement de quantité de mouvement par là, alors la paroi a subi exactement le changement de quantité de mouvement opposé dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce rebond-là, évidemment, pousse la paroi. Et donc, quand vous avez plein de molécules là qui viennent rebondir, eh bien, vous avez plein de petites poussées, une petite là, une petite là, une petite là, plus ou moins forte, ça dépend à quelle vitesse ça arrivait, ça dépend de l'angle auquel ça arrivait. Mais il y a plein de petites poussées des molécules sur la paroi, et si vous faites la moyenne dans un temps pas trop microscopique et sur une surface pas trop, très grande devant l'échelle des molécules individuelles, vous allez trouver que tout ça, ça se moyenne, grosso modo. En vrai, c'est poum, 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 avec des intensités différentes, et à chaque point, ça va être différent, ça dépend de ce qui arrive à ce moment-là particulier. Mais si vous faites la moyenne sur une surface S, pendant un temps delta t grand devant les temps de collision, vous allez avoir un truc qui est parfaitement moyen, qui va varier à peine par rapport à un niveau. Quand la force en moyenne, ça va être ça, puis en fait, ça va faire des petites fluctuations comme ça. Bon. Alors, c'est pas très étonnant de... Alors, ce calcul, on peut le faire. Vous allez le faire. Alors, ce sera sans doute avec François Gallet sur la partie thermo. Il vous l'a fait l'an dernier ? Ouais, voilà. Donc quand vous faites ce calcul, c'est pas très étonnant de constater que la force qui s'exerce est proportionnelle à la surface. Bah oui, si je prends une surface 2 fois plus grande, il y a 2 fois plus de molécules qui tombent dessus et ça fait une force 2 fois plus grande. Donc cette force, évidemment, elle va être proportionnelle à la surface. Et ce qu'on appelle pression, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc la force de pression, c'est F égale P, enfin je vais mettre voilà, sur une surface élémentaire ds, c'est P ds. Ça s'appelle la pression cinétique, des fois il faut être un peu prudent, mais bon. Voilà. C'est proportionnel à la surface, et cette pression, elle se calcule en fonction de la densité de particules là-dedans et de la distribution des vitesses, c'est-à-dire en gros de la température du corps. Et en fait, quand vous faites le calcul, et vous le ferez, vous trouvez que c'est la densité de particules fois kT. Vous vous rappelez que T n'intervient jamais quand il n'y a pas K, donc c'est kT, voilà. Donc voilà, P égale nkt, c'est tout. Donc vous voyez que la pression, ce n'est pas une force fondamentale. C'est la résultante à l'échelle macroscopique de petites forces élémentaires. Alors donc, comme je le disais, essentiellement ce qu'on utilise en mécanique, dans les exercices typiques de mécanique, ce sont que des forces justement qui s'exercent à l'échelle macroscopique, qui sont des résultantes de forces phénoménologiques. Donc la tension d'un fil, la pression, les forces de viscosité, les frottements, toutes les forces de contact, tout ça, la force élastique, tout ça, ce sont des forces donc, phénoménologiques, des forces macroscopiques, des forces effectives. Et puis, il y a quelques forces fondamentales, effectivement, qui agissent sur les constituants fondamentaux, tels qu'ils sont connus aujourd'hui en tout cas. Donc, la force de gravitation, c'en est une. Deux masses s'attirent selon cette force. La force électrostatique, alors pas sous cette forme-là, mais oui, je dirais sous cette forme-là. Il faut faire intervenir les champs, on verra ça, donc il y a un champ électromagnétique. Et puis, en fait, il n'y a que 4 interactions fondamentales, l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, interaction faible et interaction forte, nucléaire faible, nucléaire forte. On a réussi à unifier l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, ça s'appelle l'interaction électrofaible maintenant, c'est-à-dire comprendre que c'est un seul et même cadre, un seul et même champ quantique qui permet de rendre compte de ces deux aspects. Et puis, on est peut-être pas loin d'unifier avec la force nucléaire forte. Par contre, unifier la force gravitationnelle,
c'est absolument hors de portée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que pour le faire, il faudra sortir du cadre de nos théories et quantiques et gravitationnelles. Voilà. Donc, mais si vous retenez qu'il y a 4 interactions fondamentales qui se manifestent, connues dans la physique actuelle, ou 3,5 si vous voulez, c'est bien. Et tout le reste, c'est... Enfin, 3,5, c'est-à-dire l'électrofaible. Il y a quand même 2 composantes qu'on sait identifier et qui, à notre énergie, sont bien 2 forces distinctes. À notre échelle d'énergie, enfin, sont bien 2 forces distinctes, mais qu'on sait réintégrer dans un cadre plus général qui les unifie. Ok, bon, je n'ai pas écrit tout ça, mais je pense que c'est peut-être pas la peine, vous savez. Alors, il reste pas beaucoup. Ah si, oui, enfin bon, oui. Alors, j'ai promis, je vais le faire. On va parler des forces de frottement, parce que ça, de frottement solide, c'est quelque chose qui pose toujours problème. Oui, j'ai posé l'an dernier, c'était un devoir à la maison. Non. Ah oui, non, je me serais jamais permis de le poser sur table. Mais même en devoir à la maison, j'ai pas eu une seule bonne réponse. Ah. Ouais, on va pas commenter. Je vous donne l'exemple. Donc, du coup, on ne va pas le faire, mais je l'ai corrigé en vidéo. Vous pouvez toujours la regarder. L'exercice, juste pour vous montrer le type de question. Donc, j'avais posé la question suivante. Donc, j'ai un corps solide posé sur un autre, que je suppose stable. Oui, il y avait une canette de Ice Tea à laquelle vous n'êtes pas tout à fait étranger, d'ailleurs. Ça y est, j'ai tout bu. Hein. Ouais. C'est pas un appel à en avoir d'autres. Hein, je ne permettrai pas. Donc, un corps posé sur un autre immobile et un corps posé sur le corps, avec un coefficient de frottement entre là et là, et un coefficient de frottement entre là et là. Frottement solide, standard, tel qu'on va les modéliser. Question, que se passe-t-il quand je tire là? Quand je tire sur ce corps, comme ça, horizontalement, il n'y avait pas de subtilité, c'était l'exercice le plus simple possible. Si je tire là, il peut se passer différentes choses. Ça peut glisser au-dessus, ça peut faire glisser l'ensemble. Par exemple, si je fais ça, ah non. Ah si, vous voyez, j'arrive à faire glisser en dessous. Et lui, il ne glisse pas là-dessus. Ça peut glisser sur ça qui glisse dessous, ou pas, je ne sais pas. Et puis après, donc, qu'est-ce qui se passe en fonction des coefficients de frottement et de la force à laquelle je tire? D'accord? Force constante, etc. C'est très très simple. Et puis, deuxième partie de l'exercice, je ne tire pas sur le corps du haut, je tire sur celui du bas. Je peux faire venir l'autre au-dessus, ou bien je peux ne pas le faire, suivant à la vitesse à laquelle, enfin la force à laquelle je tire, je peux laisser celui du dessus au repos ou pas. Bref, il n'y a pas 36 possibilités, soit ça vient, soit ça ne vient pas. Donc un coup je tire, voilà. Problème super simple, on est tous d'accord. Il y a les coefficients de frottement, on sait écrire les forces. Et il suffit d'écrire, il y a un équilibre ici, un équilibre là. Enfin, il y a une dimension, hein, c'est super simple. Bon, personne n'a su le faire. Si je peux me permettre, si c'était super simple, comme vous le disiez, et que vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous êtes pas permis de le poser sur table, c'était super simple, vous non, parce que je me doute. C'est vrai. Non, mais le principe est simple. Les ingrédients de base sont simples, les forces de frottement, et puis une force à une dimension. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu précis en le posant. Donc, tout simple, je fais cette introduction pour dire que ce que je vais dire là a l'air simple, mais à mettre en œuvre, ce n'est pas toujours si simple. Donc, mais néanmoins, il faut avoir bien compris ce que c'est qu'une force de frottement. Donc, frottement solide entre deux corps. Donc, ça s'appelle une force de contact. En réalité, il y a une force de contact réactive, normale à la surface. Donc, on va prendre un cas simple. Et puis, on ne va pas faire de roulement, parce que ça, on n'aborde pas du tout, mais je ne pense pas que ce soit à votre programme. Une chose, c'est la résistance à la translation, c'est-à-dire au glissement d'un corps l'un sur l'autre. Et une autre, c'est une résistance à la rotation. Hein, si vous faites tourner une toupie, elle va finir par frotter donc, ça se modélise un peu différemment, mais je ne pense pas que ce soit au programme. Donc, on va rester sur des cas simples. Alors, donc on a un corps et un autre.
Donc il y a des forces de contact. On va commencer avec juste un support, la table, le sol, enfin un truc qui ne bouge pas, c'est-à-dire qui est ancré sur la terre, qui ne bouge pas. D'accord. Et on s'intéresse à ce corps posé dessus. Alors donc il y a la première force de contact qui s'oppose à la pénétration d'un corps dans l'autre. Donc, force s'opposant, je vais dire, à l'interpénétration. Donc c'est ce qui fait que ce corps-là, il ne continue pas tout droit et à un moment, ça s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est une force donc qui s'oppose, comme je dis, à l'interpénétration. Et donc cette force, elle est dirigée de façon orthogonale à la surface de contact, c'est-à-dire normale, c'est-à-dire orthogonale. Oui. Oui. Ouais. Alors, je vais noter cette force, effectivement, réaction avec un N, pour dire que c'est la composante normale de la réaction. Donc, c'est ce qui s'oppose à l'interpénétration. Ça ne peut pas traverser. Ça ne peut pas s'enfoncer. Voilà. Non. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que si vous cherchez à faire glisser le corps sur le support, vous allez voir qu'il y a une petite résistance ou une grande résistance. Ça dépend justement d'un coefficient qu'on appelle coefficient de frottement. Donc ça, c'est une force s'opposant au glissement des deux corps l'un par rapport à l'autre. Enfin, l'un sur l'autre, on dit que... Enfin, ou l'un par rapport à l'autre, c'est bien. Alors ça, c'est très important de comprendre, et c'était, à mon avis, une des difficultés de l'exercice, justement, de comprendre que c'est toujours l'un par rapport à l'autre. J'ai mis interpénétration, et je mets là l'un par rapport à l'autre. Une force de frottement, on a l'habitude de se la représenter en disant c'est ce qui s'oppose au mouvement. Non, c'est ce qui s'oppose au mouvement relatif. Donc s'opposant, je peux le redire aussi, au mouvement relatif des deux corps. Inter et relatif, c'est vraiment les points clés. Une force de frottement, non seulement ça peut être quelque chose, non seulement c'est pas forcément quelque chose qui s'oppose au mouvement, ça peut être quelque chose grâce auquel le mouvement a lieu. Je marche là, grâce au frottement. S'il n'y avait pas une force de frottement entre mes pieds et le sol, je ne pourrais pas marcher. Qu'est-ce qui me propulse quand je fais ça? Effectivement, il y a l'adhérence avec le sol. Je vais par là en poussant la terre par là. Je pousse la terre par là autant que la terre me pousse par là. Oui? Est-ce qu'on peut vraiment parler de frottement quand il n'y a pas de glissement? Alors, oui, justement. Donc, le frottement s'oppose au mouvement relatif tant que ça peut, et dès que ça ne peut pas, ça glisse. Donc ça s'oppose au glissement. Si ça réussit, très bien, mais c'est quand même parce qu'il y a une force de frottement. Regardez pourquoi. Vous avez dit, est-ce qu'on peut parler de frottement quand il n'y a pas de glissement? Regardez. Alors après, il y a le frottement dynamique, on va distinguer ça. Mais regardez, je tire mon téléphone par là. Il ne vient pas. S'il ne vient pas, c'est parce qu'il y a frottement. D'accord?
Vous allez me dire, c'est parce que je ne tire pas assez fort. D'accord, n'empêche, j'exerce une force horizontale et il n'y a pas de mouvement. Or, la relation fondamentale de la dynamique s'applique sur ce corps, donc la somme des forces est égale à 0. Donc il y a la force avec laquelle je tire, et il y en a une autre qui s'oppose au mouvement. Cette autre force qui s'oppose à ce glissement, c'est la force de frottement. C'est la force de contact, il y a des relations, il y a des liens moléculaires, électrostatiques, il y a des forces de Van der Waals, c'est compliqué, je ne cherche pas à savoir comment exactement dans le détail, justement, mais je constate macroscopiquement qu'il y a des forces qui s'opposent au mouvement relatif. Notez bien qu'elles ne s'opposent pas au mouvement. Si je fais ça, je tire sur celui-là, justement. Qu'est-ce qui met celui-là en mouvement? C'est la force de frottement. C'est parce que là, il y a des forces qui s'opposent au mouvement relatif, que si lui restait sur place, lui, je ne l'ai pas tiré, lui, hein, j'ai tiré celui-là. Mais si en tirant celui-là, s'il n'y avait pas des forces qui s'opposent à leur mouvement relatif, alors il resterait là où il est. Donc c'est bien la force qui s'oppose à leur mouvement relatif qui fait qu'il se met en mouvement. OK? Alors, donc ça s'oppose au mouvement relatif. Qu'est-ce que j'allais écrire là? Je ne sais plus. Donc, oui, j'ai dit, tant que ça peut. Alors, donc Rn, et ça c'est la réaction ou la force de frottement tangentielle, celle-là. Hein, parce que le mouvement, elle s'oppose au glissement, donc mouvement relatif de glissement, si vous voulez. On pourrait écrire ça mieux, mais bon, voilà. Alors, je vais la noter en bleu ou en vert. Non, elle est déjà verte. Alors, bleu en rouge. Alors, oui, elle est tangentielle, mais elle peut être d'un côté, de l'autre, ou elle peut être nulle aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, celle-là est normale, et celle-là est tangentielle. C'est-à-dire parallèle à la surface de contact. Bon, vous voyez, si vous réécrivez vos notes plus au propre, je ne sais pas, vous voyez, donc la force qui s'oppose à l'interpénétration, elle est normale, c'est-à-dire orthogonale à la surface de contact, et celle-ci s'oppose au glissement relatif, au mouvement relatif de glissement, et elle est tangentielle, c'est-à-dire parallèle à la surface de contact. Alors, il pourrait bouger à droite. Là, oui, là, ça, voilà, ça se fait comme ça si jamais on essaye, voilà. Si on essaye de le faire glisser dans l'autre sens. Donc, ça s'oppose, donc c'est toujours dans la direction opposée, c'est dans le plan de contact, et ça va dans la direction, dans la direction opposée à la direction du glissement s'il n'y avait pas cette force. Ça peut être un peu subtil, parce que on pourrait, vous voyez, cet objet-là, je peux le tirer un peu par là, puis le tirer en même temps par là. Dans quelle direction est la force de frottement? Elle n'est pas opposée à celle-là, elle n'est pas opposée à celle-là, elle va être opposée à la somme des deux. Elle va faire en sorte que ça ne bouge pas. Donc, s'il n'y avait pas cette force, ça bougerait. Par où? Par là? OK. Alors la force est très exactement opposée à ça. D'accord? C'est clair, ça s'oppose au glissement. Si elle n'était pas là, il y aurait un certain glissement, eh bien ça essaye de l'empêcher. Alors, et ça l'empêche effectivement, tant que ça peut, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce qu'on demande comme force pour empêcher le glissement soit plus que ce que peut fournir le contact. Ce que peuvent fournir les relations entre les molécules, les cordes, etc. Donc, opposition au glissement. Réalisée tant que c'est possible. C'est-à-dire tant que la force demandée
force donc tangentielle RT nécessaire pour que ça glisse pas, hein, on est d'accord, est inférieure en norme, peu importe la direction, est inférieure en norme à la valeur maximale que je vais noter RT max, qui est égal, qui est en fait proportionnel à Rn. C'est ça. Alors, encore une fois, c'est phénoménologique, c'est globalement, on peut le modéliser comme ça, et ça se comporte comme ça tant qu'on on est dans des gammes d'opérations assez standards. Bon, bref. En tout cas, donc on peut le modéliser comme ça. Ça veut dire que plus Rn est grand, plus on peut demander une grosse force de contact. Et ça, enfin, on a l'habitude. Si je veux tirer cette table ou la pousser, bon, il faut que j'exerce une bonne force déjà, hein, parce que les frottements, ils sont assez méchants là. Maintenant, si vous venez vous asseoir sur la table, il va falloir que je pousse sacrément plus fort. Hein? D'accord? C'est juste un constat. Voilà. Là, je peux le faire bouger. Si j'appuie dessus, je peux, mais... Voilà. C'est-à-dire que le fait que Rn soit plus grand fait que le RT max peut être plus grand. Et ce que je dis là, c'est que c'est proportionnel. Alors, à peu près. Eh bien, ce qu'on appelle coefficient de frottement, c'est le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc, je vais effacer cette partie droite. Donc, coefficient de frottement. Alors, je vais l'appeler coefficient de frottement statique. Donc, c'est celui qui correspond à l'absence de mouvement relatif, justement. Je le note. Comment je l'avais noté l'an dernier? État? Mu? État? État? État. Il faut savoir dessiner les lettres grecques. Alors, donc par définition, c'est le lien de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on a RT max. Si vous préférez, c'est la norme de RT max. Elle est égale. Alors, je vais le noter en fait, état S comme statique, Rn. Voilà. Le frottement va s'opposer au glissement, c'est-à-dire au mouvement relatif. Et pour ça, il va mettre en œuvre la force qu'il faut. Si vous tirez avec 3 newtons, ça va résister avec 3 newtons. Si vous tirez avec 1 newton, ça va résister avec 1 newton. Si vous ne tirez pas, il n'y aura pas de force. Voilà. Donc, ça fait ce qu'il faut, sauf si vous demandez vraiment trop, il y a un moment, ça va lâcher. Et le vraiment trop, c'est ça. Il se trouve que c'est un constat, c'est proportionnel à la composante normale. Le vraiment trop, c'est pas le coefficient de frottement dynamique? Non, pour le mettre en mouvement, tant que ça peut s'opposer au mouvement, il n'y aura pas de mouvement. Si vous demandez vraiment trop, ça va se mettre en mouvement. Alors, une fois que ça s'est mis en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Si mouvement. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus simple, parce que maintenant, la force tangentielle, elle est connue. RT égale le coefficient de frottement fois Rn. Mais cette fois, c'est le coefficient de frottement dynamique. Une fois que ça bouge, alors RT est proportionnel à Rn.
Enfin, quand je dis que ça bouge, attention, ça bouge en relatif. Ça bouge par rapport... Il y a un glissement sur la surface de contact. Est-ce qu'il y a un rapport entre le coefficient dynamique et le coefficient statique? Oui. Alors, ils sont souvent proches, au point que dans les exercices, bien souvent, si on vous parle juste du coefficient de frottement, ça veut dire qu'on suppose que c'est le même. Des fois, on vous dira, on suppose que le coefficient de frottement statique et dynamique sont identiques. Mais sinon, on a toujours état D plus petit que état S. En vrai, c'est toujours plus petit. Et ça, on le sait bien. Une fois qu'on a commencé à faire bouger la table, c'est beaucoup plus facile de continuer. Donc, pour la mettre en mouvement, il faut exercer au moins état S Rn, parce que sinon, le frottement peut s'y opposer. Si vous exercez plus que ça, alors il ne pourra plus s'opposer. Donc, il faut mettre au moins ça. Donc, si vous tirez avec au moins ça, ça va bouger. Et une fois que ça bouge, pour le maintenir en mouvement, il suffit d'être plus grand que la force qui s'y oppose. Donc, il suffit d'être plus grand que ça. Eh bien, ça, c'est plus petit que ça. Donc, une fois que ça a commencé à bouger, vous pouvez réduire un peu la force. Si vous faites bouger un piano, c'est dur au début, après ça va. Enfin. D'accord? Donc ça fait jouer votre intuition, hein, on le sait tous, hein, c'est dur de déplacer l'étagère, c'est dur, enfin pas l'étagère, de l'armoire, c'est plus difficile au début qu'à la fin. Donc c'est pour ça, enfin, ça traduit ceci. Voilà. Bon ben voilà, vous savez tout sur les frottements solides, il n'y a rien d'autre à savoir, maintenant il n'y a plus qu'à faire l'exercice. Alors on ne va pas le faire, on va faire un truc très... Quelle heure il nous reste 10 minutes? Bon, alors on va faire... l'application... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? C'est clair? Je pense que... Enfin, vous étiez censés tous savoir ça déjà parfaitement. Enfin, vous le saviez, mais c'est bien de le... D'accord? C'est vraiment le... Ça ne s'oppose pas au mouvement, ça s'oppose au mouvement relatif. Alors, allons-y. Allez, allons-y, standard. Coefficient de frottement état S. Entre le corps, là, on met une brique sur un support incliné, d'accord? Avec un certain coefficient de frottement. À partir de quel alpha ça va glisser? Donc, alpha minimum pour qu'il y ait glissement. Bon, eh bien, bilan des forces. Alors, le poids, mg, j'appelle m la masse, g le champ de pesanteur supposé uniforme, on est dans un référentiel galiléen, etc. D'accord ? Et puis, il y a une force de contact qui fait que le corps ne va pas pénétrer dans le support. Donc ça, c'est une réaction normale. Et puis, il y a éventuellement une force tangentielle qui va s'opposer au glissement, puisque c'est ça qu'elle fait. Si ça peut ne pas glisser, ça ne glissera pas. Alors, si ça glissait, ça glisserait par où? Bon, par là. Donc, la force qui va s'opposer au glissement, elle est comme ça. RT. Bon, bah pour savoir si ça glisse, il faut supposer que ça ne glisse pas, voir qu'est-ce que ça requiert comme force de contact, et si ce que ça requiert n'est pas trop grand, c'est-à-dire est plus petit que ça, est plus petit que le max, eh bien ça ne bougera pas. Et si la force qui est requise est plus grande que le max, eh bien ça va glisser. D'accord ? Alors, donc il faut... Donc, encore une fois, la logique, c'est on suppose que ça ne glisse pas. Parce que si ça peut ne pas glisser, ça ne glissera pas. Donc je suppose que ça ne glisse pas et je vais voir ce que vaut RT. Donc, si ça ne glisse pas, c'est que je suis à l'équilibre, donc la somme des forces vaut 0. D'accord ? Donc, RT plus Rn plus Mg égale 0.
Et là, bien sûr, on va les décomposer comme il faut. Oui? On suppose que ça glisse pas, mais qu'on est à la limite du glissement ou pas? Pas forcément. Pas forcément. On verra après comment intervient la limite. Là, en fait, je suppose que ça glisse pas et je regarde ce que ça exige pour RT. Que doit valoir RT? Et soit c'est possible, soit c'est pas possible. Alors, cette somme vectorielle est nulle si chacune des composantes sur cet axe-là et celui-là, par exemple, sont nulles. Si et seulement si, hein, d'ailleurs. Sinon... Alors, je vais projeter sur cet axe-là. J'appelle ça X, je vais appeler ça grand X et ça grand Y. Donc, sur U grand X, c'est cet axe-là. Alors, je projette Rn en 0, bien sûr. RT vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire, en fait, en projection, ça fait moins la norme de RT. Et puis, il y a lui quand même aussi qui se projette là. Alors, ça se projette comment? Ça fait... Alors, si j'ai alpha là, j'ai alpha là... non, j'ai alpha là. Oui, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est mg sinus alpha. D'accord? Donc, moins RT plus mg sinus alpha. Bon, bref, j'ai en norme RT qui vaut mg sinus alpha. D'accord? Et puis... Si je projette sur UY, j'ai eh bien, la norme de Rn qui doit équilibrer la composante du poids sur cet axe-là, c'est-à-dire mg cos alpha cette fois. Non, la norme doit être égale à ça. C'est moins plus égale 0, donc... Donc, Rn égale mg cos alpha. Yes? Bon, ben ça, c'est très bien parce que du coup, en fait, on a Rn. Et si on a Rn, on connaît RT max. On sait le maximum que RT peut valoir. Or, ce qu'on veut, c'est ça, nous. Pour qu'il y ait équilibre, il faut que RT soit ça. Donc, question, est-ce que ça, c'est plus grand que le max ou pas? Bah, donc, la limite, ça va être quand ça, c'est égal au max. Mais en tout cas, on va avoir non-glissement si et seulement si ce RT-là, voilà, je vais l'écrire, donc, norme de RT est inférieur ou égal à eta S norme de Rn, ce qui équivaut à mg sin alpha RT inférieur ou égal à eta S fois mg cos alpha. Autrement dit, il faut que tangente alpha soit inférieur ou égal à eta S. Alors là, vérifiez toujours une fois que vous avez un résultat. Bon, même là, même si c'était trivial, c'est toujours bien de regarder qualitativement. Ça veut dire que ça ne glisse pas à condition que la tangente de alpha soit pas trop grande. Et effectivement, tangente de alpha pas trop grande, ça veut dire alpha pas trop grand. Hein, donc on voit bien que pour les petits alpha, ça va. Inversement, si eta S est grand, si le coefficient de frottement est grand, alors on peut avoir un alpha plus grand. Ça correspond bien à notre intuition, bien sûr. Donc finalement, le alpha limite, eh bien, on l'a en disant que c'est juste à la limite quand ça égale ça. Donc le alpha limite, eh bien, c'est arc tangente de eta S. Ok. C'est comme ça qu'on note arc tangente maintenant? Ou arc? Arc. J'oublie toujours, c'est ça? Il faut vérifier, ça c'est ce genre de truc un jury peut ne pas trop aimer si vous n'êtes pas au fait des conventions. Faut regarder. Ça doit être arc. Et peut-être qu'il y a même une majuscule, arc tangente. Arc. Tangente moins 1 aussi. Alors ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Non, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau parce que c'est pas une fonction, tangente moins 1. Il faut préciser dans quel... Parce qu'il y a plusieurs angles qui ont la même tangente. À 2 pi près. Et donc, c'est pas beau, pas beau. Non, non, pas beau, pas beau. Pas beau du tout, du tout. Bref, arctangente de état S. OK, alors supposons maintenant que... Vous regarderez, hein, puis vous me direz hein, qu'on s'habitue. Alors, supposons donc que alpha est plus grand que le minimum, enfin le maximum pour que ça ne glisse pas. Quel est le mouvement qui s'ensuit? C'est là qu'on va voir le coefficient dynamique qui intervient. Donc, si tangente alpha est en fait plus grand que état S, alors glissement. Et s'il y a glissement, alors on connaît RT. Alors la norme de RT, c'est état dynamique fois la norme de Rn. C'est donc état dynamique fois mg cos alpha. Alors, quel est le mouvement, du coup? Eh bien, on va projeter la relation fondamentale de la dynamique sur cet axe-là. Et on va avoir m grand X de points, hein, l'accélération fois la masse, enfin la masse fois l'accélération projetée là-dessus, qui est égale à la somme des forces projetées sur cet axe-là. Alors, Rn se projette en 0. On a ici mg sin alpha. Et puis RT, qui se projette en moins, enfin, d'accord, enfin, qui donne ici moins, ça c'était la norme de RT, hein, donc ici moins état D, mg cos alpha, c'est-à-dire qu'en fait, on a x de point d'accélération qui vaut g, j'ai simplifié les m là. Alors ça c'est la masse gravitationnelle, ça c'est la masse inertielle. Mais elles sont égales. Donc g facteur de sin alpha moins état D cos alpha. Donc voilà l'accélération. Accélération constante, hein, comme vous le voyez, tout ça c'est des constantes. Mais plus faible que g évidemment. Et ce serait bien que ce truc-là soit positif, parce qu'on ne voit pas bien comment le corps il va remonter. Hein? Alors est-ce que ça c'est bien positif? Oui, parce que ça c'est positif, à condition que, donc x de point positif équivaut à ça plus grand que ça, c'est-à-dire à tangente alpha plus grand que état D. Mais tangente alpha est plus grand que état S, et état S est plus grand que état D. Donc c'est bon. Sinon, ça voudrait dire que cette force-là pourrait faire remonter le corps. Mais cette force-là, elle n'apparaît que si ça descend. Donc, bon, oui. Je vais dire mais dans cette formule-là, on ne voit pas le cas où si on a un alpha qui serait adhérent et qui serait dans l'autre sens, la masse tomberait et on ne voit pas ça sur cette formule-là. Ah bah, tu sais, on le voit parce qu'on a supposé ici, on a projeté enfin, la norme de Rn. Oui, bien sûr, mais si on continue, la norme de Rn est toujours perpendiculaire à la suite. Voilà. Là? Ouais, et du coup, dans cette formule-là, on ne verrait pas... Non. Là, comment vous avez obtenu que la norme de Rn est égale à mg sin alpha, là, cos alpha? Là, en fait... alors, c'est pareil. Rn, regardez, ouais, oui, ça permet de dire une chose. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, il y a Rn qui s'oppose à la pénétration de ça dans la table. Que vaut Rn? Le poids de ce truc-là. Soit dit en passant, que vaut Rn maintenant? Bah, le poids de ce truc-là, plus la force, enfin, en norme, d'accord. Maintenant, là, que vaut Rn? 0. De la même façon que RT fait ce qu'il faut pour éviter que ça pénètre,
Rn fait ce qu'il faut pour éviter que ça pénètre. Si moi, déjà, je pourrais peut-être, mettons que je l'allège de moitié, eh bien Rn fait l'autre moitié. Si je l'allège de 9 dixièmes en le retenant un peu, eh bien Rn fait le dixième qui manque. Rn fait ce qu'il faut pour que ça ne pénètre pas. Donc là, Rn fait ce qu'il faut pour que ça ne pénètre pas. Pour que ça ne pénètre pas, il n'y a rien à faire. Donc Rn vaut 0. D'accord ? Rn vient s'opposer à l'interpénétration. Ce n'est pas là par défaut. C'est pour ça que Rn dépend de ce qu'on pose dessus. Et dépend, enfin, juste ça s'ajuste. C'est ça qui rend les exercices avec des frottements et aussi avec des tensions, des fils, etc. C'est que ce sont des forces qui n'ont pas une valeur prédéfinie, comme c'est le cas par exemple quand vous tirez un ressort. La force c'est K fois de combien vous avez tiré le ressort. Quelle que soit la chose qu'on a mis dessus, dehors, enfin voilà. C'est une force intrinsèque qui dépend que de l'état du ressort. Pour les forces de tension, les forces de contact, etc., ça s'adapte à la situation. Ça fait ce qu'il faut pour que. D'accord ? C'est l'heure, c'est ça ? Ouais, tout juste. Pas de questions là-dessus ? Non ? Bon, j'aurais voulu faire des exos, mais c'est pas grave. On se voit mercredi matin ? Ok. Et bon, on fera des exos. Ouais, pour le coup. Et il faut qu'on introduise l'énergie. Et il faut qu'on introduise les moments. Bon, les moments cinétiques, on fera dans un deuxième temps. On va faire l'énergie et des exos, mais rapidos. Ok, eh ben, révisez bien. Et si vous voulez jeter un coup d'œil à la vidéo que j'avais faite l'an dernier, donc qui corrigeait l'exercice là, cherchez-le peut-être un peu d'abord. Et puis... Et le sujet, il est dans le lien de la vidéo ? Oui, enfin, je le rappelle dans la vidéo. Ouais.